Bonjour et bienvenue dans Ketchup Bayonnaise, votre rendez-vous qui aime bien mettre son grain de sel partout. Une semaine après que Cannes ait replié le sien, Ketchup Bayonnaise à son tour déroule le tapis rouge et vous emmène dardard dans l'univers du 7e art. Notre invitée du jour est une jeune trentenaire passionnée de cinéma depuis ses plus jeunes années et elle en a aujourd'hui même fait son métier. Auréolée d'un César en tant que productrice, et oui, rien que ça, auréolée d'un César, donc celui du meilleur court-métrage, elle revient pour nous sur un parcours des plus jolis qui l'a menée d'ici, du quartier Saint-Esprit, au sacro-saint monde du cinéma et de son industrie. Qu'importe si les bêtes meurent, c'est le titre du court-métrage qui l'a couverte de laurier. Ah Margot? Ouais, Margot Laurier, vous l'avez? Qu'importe si les bêtes meurent est un savant mélange habile et inné de plusieurs genres de ciné. Margot Laurier, sa passion bien ancrée, sa vision du ciné, ses bodys irisés sont dans Ketchup Bayonnaise. On y va tout de go, on la rejoint chez Pancho. Générique. Margot, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dans Ketchup Bayonnaise. On est ravis de vous accueillir. Merci à vous. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On est dans un petit bistrot bayonnais que vous connaissez bien. Je parle de Bayonne, on en parlera tout au long de cette interview. Dans un bistrot, il y a toujours des formules. Chez nous, petit bistrot, deux petites formules. La formule tu, la formule vous. Bah, je prends la formule tu tout de suite, j'ai du mal à vous voyez les gens. Moi. Très bien, mais ça me va tout à fait. Alors Margot, tu es là aujourd'hui pour parler de ton parcours, de ton joli parcours. Tu es productrice, et notamment la productrice d'un court-métrage qui s'appelle Qu'importe si les bêtes meurent, pardon, je vais y arriver, qui a eu un César. Oui. Donc on va revenir un peu au tout début. Toi, tu as grandi ici à Bayonne. Oui. Et notamment à Saint-Esprit, à côté de la Talente. Exactement. Est-ce que ça a déjà provoqué une vocation à l'époque? Bah, vraiment, c'est quelque chose que je dis beaucoup. Bayonne, pour moi, en fait, les lieux, pour moi, c'est quelque chose d'hyper important. Et je pense que ça constitue qui on est. Et donc Bayonne, pour moi, c'est hyper important. Et Saint-Esprit, d'autant plus. Et le fait que la Talente soit si proche. En fait, moi, c'était un peu mon moment de liberté quand j'étais petite où, quand on est petit, on peut rien faire tout seul. Là, j'avais qu'à descendre les escaliers et je pouvais aller voir des films. Alors, effectivement, quand on est petit, la Talente, c'est un peu exigeant. Donc, c'est pas les films dont j'aurais rêvé au départ, mais j'y allais quand même. Et en fait, ça a forgé tout ce que j'aime dans le cinéma. Et je le dis beaucoup, à l'époque, c'était Ramoncho qui tenait la Talente. Maintenant, à Sylvie, c'est eux qui ont initié mon parcours, en fait. Et du coup, à cette époque-là, les films que tu voyais, c'était quoi? C'était tout? T'étais friand de tout le cinéma que diffusait la Talente ou... Oui, un peu tout. En fait, j'étais guidée beaucoup par ma maman parce que c'est elle qui me disait qu'on allait aller là et pas ailleurs, donc elle choisissait. Mais je voyais beaucoup de choses et c'est ça qui est très riche à la Talente. C'est une programmation qui est hyper diverse et c'est surtout art et essai. Et donc ça forme un goût particulier. Et donc je me rappelle de beaucoup de rétrospectives de films anciens, mais aussi des choses qui sortaient, mais qui sortaient en salle hyper discrètement. Et si c'était dans une grosse salle, bah ça serait passé inaperçu, alors que là, le film était encadré. Donc voilà, moi je sais que j'ai vu là-bas les films d'Agnès Varda, et c'est quelqu'un qui a marqué mon parcours, qui m'a lancée dans le cinéma. Et les premiers films que j'ai vus sont là-bas. Enfin, c'est des choses qui me restent beaucoup, quoi. Ensuite, il y a eu le passage obligé, entre guillemets, ici à Cassin. Ouais. Ça aussi, ça t'a mis un pied dans ce que tu allais faire plus tard? Oui, alors en fait, déjà en troisième, quand on doit faire un stage en entreprise, moi j'ai fait mon stage à la Talente justement. Et je me suis dit, en fait, ça peut être un travail le cinéma, c'est pas juste passer un bon moment. Et au moment de choisir une option au lycée,
il y avait cette option à Bayonne en plus, donc c'est vraiment une option qu'il n'y a pas dans toutes les villes, donc c'était une chance de l'avoir. J'y suis allée et là, c'était vraiment super. Il y a des profs qui sont passionnés et on a le temps aussi de découvrir des choses. Il y a de la pratique, où on fait des petits tournages, il y a de l'analyse et c'est 8 heures par semaine en fait, parce que moi j'étais, alors je sais que c'est plus comme ça maintenant, mais option obligatoire et facultative, donc vraiment on faisait 8 heures. Et c'était en fait toute une journée qui était consacrée à ça et ça nous permettait de découvrir beaucoup de choses, quoi. Donc ça a été un moment décisif pour moi aussi, ouais. Alors aujourd'hui, tu es productrice. Qu'est-ce que c'est une productrice pour les gens qui ne connaissent pas le métier? Moi, je suis contente à chaque fois qu'on me demande parce que les gens s'imaginent pas et quand on dit producteur, on a l'image des gros producteurs américains. Avec le cigare. Exactement. Et le cigare, c'est le mieux parce qu'il y a aussi Harvey Weinstein et tout ça. Bon, on essaye de casser cette image. Alors, c'est un métier qui a plusieurs facettes. Il y a la facette d'abord humaine et artistique. Donc on reçoit des scénarios où on rencontre des gens qui ont une idée et avec eux on va aller développer le texte du scénario. Et ça c'est le moment que je préfère vraiment dans mon travail parce que c'est un espèce d'aspect d'accoucheuse de quelqu'un a une idée et moi je le guide. En fait c'est pas moi qui suis auteur mais je guide la personne, je l'accompagne, je suis là dès qu'il y a un doute, je donne des idées, des pistes de réécriture. Donc ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et une fois qu'on arrive à un scénario qu'on estime être la bonne version, on part en quête pour aller trouver l'argent. Et ça, moi qui suis très littéraire, très arty et tout, au départ, c'était quelque chose d'un peu difficile pour moi. Et en fait, j'adore ça parce qu'il y a un aspect Robin des Bois, un peu. C'est-à-dire qu'on va avoir des institutions qui ne correspondent pas toujours forcément à nos idées politiques et tout, mais on prend l'argent et après, on fait le film qu'on veut. Et moi, je tiens à faire des films engagés en plus, donc je me dis, c'est bien d'avoir pris de leur argent pour faire quelque chose comme ça, quoi. Alors, qu'importe si les bêtes meurent, ce court-métrage donc qui a été primé au César, comment le pitch, c'est quoi? Alors c'est l'histoire d'un jeune berger. Il est dans les montagnes en transhumance avec son père et en fait ils arrivent à la fin de leur réserve de graines pour leurs bêtes, donc il doit redescendre au village. Et quand il descend au village, il se rend compte que le village est déserté. Et du coup, il s'est passé un événement mystérieux. Donc en fait, c'est un film qui questionne la foi, mais surtout le dogme en fait. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait de toutes nos habitudes quand il se passe quelque chose qui bouleverse le monde, en fait. Et donc, dans le film, certains vont se diriger vers la mosquée et vont prier de la dévotion absolue, et d'autres vont essayer de trouver un chemin de traverse pour la liberté. Alors justement, je te laisse parler parce que j'ai eu la chance de le voir, ce court-métrage. Et effectivement, il est dur à pitcher. Sans divulgacher, je savais que j'allais bloquer. Parce que j'ai voulu être français, pas dire spoiler. Effectivement, il y a des choses qu'on ne dévoilera pas, mais qui surprennent beaucoup. Ben, en fait, c'est quelque chose auquel on tient beaucoup avec la réalisatrice. C'est de montrer des choses qui n'ont pas encore été montrées. Et pour ça, dans ce film-là, on passe par le mélange des genres. C'est un mélange des genres inédits où la majorité de l'histoire, elle est filmée presque de manière documentaire. On est souvent caméra à l'épaule, on suit le personnage. Et à la fois, il y a un aspect science-fiction par l'événement surnaturel qui arrive. Et ça, je pense que c'est ça la recette magique du film qui a fonctionné là. Alors justement, la science-fiction, il y avait un petit hommage, j'attendais que tu en parles pour mettre ça, c'était le pari de Sophia Laoui, on ne l'a pas cité, qui est la réalisatrice, de mélanger ces deux univers-là, cette campagne brute marocaine et cette science-fiction qui débarque. Ouais. Alors en fait, Sophia, elle est marocaine, elle a un peu grandi à différents endroits du monde, elle a grandi en Chine, elle est passée en France, donc en fait, elle a plusieurs cultures. Et pour elle, c'est hyper important de montrer à l'étranger un Maroc différent de ce qu'on a l'habitude de voir, parce que en fait moi aussi le Maroc c'est un endroit que j'aime beaucoup, qui est important pour moi, et on n'en peut plus en fait des visions misérabilistes du Maghreb. Il se passe plein de choses au Maghreb, il y a plein de décors qu'on n'a pas vus, il y a plein de pensées, plein de gens, et ça c'était quelque chose de très important pour elle de montrer ça, et d'amener, et l'esthétique aussi c'est quelque chose de fondamental dans le film, et le pari était donc de mixer ces deux envies pour en faire quelque chose et à la fois d'avoir une vraie histoire qui tient la route. Et voilà. Alors, dans cette émission, on aime bien les métaphores et les jeux de mots et parfois on a des petits jeux de mots à la con. Donc, mais je l'assume, je prévois. Et tout d'un coup arrive ce César. Alors, comment on gère ces lauriers, Margot? J'avais prévenu. On a du tout la fleur. Oui. Je ne m'endors pas sur mes lauriers. Voilà, tout à fait. Ouais, comment on gère En fait, c'était le rêve
de ma vie. Le visage, je suis un peu émue en le disant et tout, mais depuis que j'étais petite, je disais à tout le monde, un jour j'aurai un César, mais sans trop y croire, tu vois, comme on a des rêves comme ça, bon. Et quand ça se passe vraiment, j'ai mis quelques semaines à m'en rendre compte, en fait. Parce qu'en fait, la campagne aussi, parce que quand on est nommé au César, donc on a de la concurrence, et nous, on a fait vraiment campagne, on a parlé du film, on l'a montré aux gens, on leur a dit, vous pouvez pas passer à côté, on vous force pas à voter pour nous, mais voyez-le au moins, c'est important de voir ces films. Et c'était chaque jour, donc avec Sophia, la réalisatrice, et puis avec Manon, mon assistante, tous les matins, on se levait, on se disait, qu'est-ce qu'on va faire pour la campagne de nouveau, pour accrocher les gens. Et quand on l'a eu, il y a eu un peu un moment où on se dit, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour les Césars? Ah, c'est fini. Bon, ok. Et quelques semaines après, je me suis rendu compte de ce qui se passait parce que, au-delà de la grande sympathie que ça attise, et ça me remplit de joie, mais il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à notre travail et ça met la lumière sur un travail acharné qu'on a depuis longtemps et qui est pas évident. En fait, on fait pas des films qui sont les plus simples à montrer. Donc, c'est ça en fait, comment je gère ça avec beaucoup d'émotion, quoi. On y reviendra tout au long de cette émission sur ce César, mais il y a aussi eu un très joli prix à Sundance, le festival de cinéma indépendant américain, de Robert Redford. Il est comment, Robert? Eh ben moi je l'ai pas vu. En fait, il a invité que les réalisateurs dans sa maison. Et ben en ce temps-là, nous on était invités à un brunch Amazon entre producteurs. C'était une autre ambiance. Vraiment, j'ai mal choisi mon coup. Et non, mais ce festival, ce qui est drôle, c'est qu'avec la réalisatrice, le tournage c'était très difficile. On avait peu de moyens et on était dans les montagnes marocaines, loin de tout et tout. Et c'était dur. Et des fois, on se disait, allez, on va présenter le film à Sundance. En n'y croyant pas, encore une fois. Et puis, en fait, le jour où ça se produit, il y a toujours cette incrédulité. Et sur place, on a été soufflé en fait, par... moi, je suis pas très ni anti ni pro-américaine, tu vois, mais en fait, il y a un truc là-bas où ils ont conscience que quelqu'un qui n'est personne aujourd'hui peut changer ta vie demain, en fait. Et donc, c'est hyper accessible. On était à une fête dans un bar où il y avait Taylor Swift et Hillary Clinton et tout, et nous, on se disait, mais qu'est-ce qu'on fait là? Et... ouais, c'est ça. Et en fait, tout le monde est accessible. Et, pour nous, c'était la première du film, donc on savait pas ce que les gens allaient en penser, en fait. Et c'était fou. C'est-à-dire que suite à ça, on nous arrêtait dans la rue. Le festival, il se passe dans une petite station de ski. Et donc, du coup, on croise tout le monde. Et on se faisait arrêter dans la rue où les gens nous disaient « C'est un film important que vous avez fait là ». Et nous, c'était la première projection. Donc, on se disait « Ah, c'est super ». Et c'est assez rigolo, le soir de la remise de prix. Moi, j'ai dit à la réalisatrice, tu sais, si on n'est pas prévenu, c'est qu'on n'a rien. Donc, t'enflamme pas trop, quoi. Et on pensait qu'on pouvait concourir au prix international. Ouais. Donc le prix international passe, on l'a pas. Donc moi je suis assez mauvaise joueuse. J'ai le mauvais tempérament de l'univers, tu vois. Du coup j'écoute plus rien. Vraiment j'attends que ça passe et je bois du champagne, quoi. Et au fur et à mesure arrive le grand prix et je tends une oreille. Et puis en fait au fur et à mesure on s'est dit avec la réalisatrice, mais quel film ressemble autant au nôtre? Il le décrivait, il disait un film qui parle peu, d'un endroit méconnu, qui mélange des genres, et on s'est dit, on est passé à côté de ce film, mais qu'est-ce que c'est? C'était le vôtre. Et soudain, on entend le titre, et là, encore plus que le César, parce que c'était la première fois, on avait vraiment l'impression que le temps se figeait autour de nous, quoi. Et sur place, on a rencontré Maïmouna Doucouré, qui est une grande réalisatrice aussi, qui était là avec son producteur. Et en fait, ils nous ont un peu pris sous leur aile parce que quelques années avant, ils avaient aussi reçu un prix à Sundance. Et là, ils venaient montrer leur long métrage. Et ils nous ont dit, préparez-vous les filles, à partir d'aujourd'hui, votre vie, elle va changer. Et c'est vrai, c'est vrai. On va continuer notre petit rendez-vous, Margot, avec la rubrique mise en bouche. On y va. Margot, ta boisson idéale à l'apéritif? Alors moi, donc depuis 6 mois que les bars sont fermés, c'est beaucoup d'émotions aussi de parler de ça. J'adore les bons cocktails. Et pendant le confinement, je me suis mise à boire beaucoup d'Americano. D'accord. Voilà, donc ça c'est un truc que j'aime bien. J'aime beaucoup la Suze aussi, c'est revenu un peu à la mode. Et du coup, je connaissais pas et je m'y suis mis en buvant du tonic. J'ai vu que Christophe Fondelat avait parlé de ça ici aussi. Exactement. Et je me suis dit, on a des liens. Mais ouais, Suze tonic, généralement, j'aime bien aussi. Ouais. Dans la vie, Margot, qu'est-ce qui te met l'eau à la bouche en général? La découverte, je dirais. La découverte et les mélanges, en fait. Et ça va souvent ensemble, je trouve. Parce que
on amène ce qu'on est, on le mélange à d'autres endroits, à d'autres esprits, et c'est ça qui fait la richesse tout le temps, j'ai l'impression. Et moi, c'est ça qui guide un peu ma vie, quoi. La découverte, c'est aussi des rencontres, et notamment ta rencontre avec Sophia Laoui, qui s'est passée très loin d'ici, et qui est une jolie rencontre un peu imprévue. Ouais, c'est une histoire de Groenland, de deux tournages qui étaient bloqués au Groenland, et puis bon, voilà, une rencontre qui se fait là-bas. Puis après, on se revoit à Paris. En fait, j'aime bien dire avec Sophia, on est international parce qu'il y a cette rencontre Groenland, puis Paris, puis après le tournage au Maroc, puis après notre lancée aux États-Unis. Enfin, c'est vraiment dans tous les sens, ouais, et une rencontre forte. Aujourd'hui, donc, Sophia fait partie de ta vie. Vous avez vécu cette jolie aventure qui forcément va se poursuivre. Il y a des projets avec elle. Bon, elle fait partie de ma vie. C'est vraiment, je pense, la personne à qui je parle le plus dans la journée. Parce que tout ça nous a vachement liés. Et ça, c'est des liens très forts. Et suite à ses succès, en fait, moi, j'ai produit ce court-métrage dans une société qui m'appartenait pas. Et finalement, je l'ai quitté parce que, bon, pour plusieurs choses, parce que j'avais produit beaucoup de films là-bas. J'ai eu 30 ans aussi, je me suis dit j'ai envie qu'il se passe quelque chose de nouveau dans ma vie. Et donc je me suis associée à une autre société où maintenant je produis le premier long métrage de Sophia. Donc c'est toutes les deux notre premier long métrage, donc on est très excités. Et en fait c'est une adaptation du court métrage. Oui. Et ce qui est super, c'est qu'avec tous ces succès, tout le monde s'intéresse au projet et beaucoup de gens veulent y participer. Et en fait, généralement, là où on met 3 ans pour produire un film comme ça, parce que c'est un film lourd avec beaucoup d'effets spéciaux et tout, en fait, on va le faire en 1 an. Et là, le tournage, c'est en octobre, en fait. D'accord. Ouais. Et est-ce qu'on garde les mêmes acteurs que le court-métrage? Alors, l'acteur principal du court-métrage sera de la partie, il aura le second rôle. Mais en fait, il était important pour nous de faire un film très engagé, etc. Et un de nos engagements premiers avec Sophia, c'est le féminisme. Du coup, c'est un film avec un personnage principal féminin. Et c'est un point de vue féminin sur une histoire. C'est une femme qui s'émancipe. Voilà. D'accord. Avec donc plus de moyens, une histoire plus aboutie, enfin plus écrite peut-être, où on montre plus de choses du coup aussi, parce que le court-métrage, on est beaucoup sur la suggestion et l'interprétation de chacun. Oui, et en fait dans le long-métrage, comme on a beaucoup plus de temps pour parcourir tout ça, en fait, c'est le point de départ qui est le même. C'est cet endroit, les montagnes de l'Atlas, un événement mystérieux qui se passe et le questionnement du dogme. Et après, on prend beaucoup plus de liberté, c'est un road trip. Moi, j'aime bien dire que c'est un road trip psychologique, mais aussi géographique, où on suit cette jeune femme face à cet événement et ce qu'elle va faire de sa vie suite à ça. Ce sera un film français sous l'égide française? Un film franco-marocain et peut-être belge aussi. Voilà. Ok. Une production internationale. On avance encore dans notre rendez-vous. On passe tout de suite à la rubrique condiments. Margot, à quel moment, s'il y en a eu un, tu t'es dit, au niveau de ton métier, ça y est, la mayonnaise a pris? Je dirais, c'est très bizarre, mais 2020, moi, ça a été une des meilleures années de ma vie. Donc, Alléluia, il y en a une. On est content, on est très content. Moi, je suis jaloux, mais bon, merci. Non, ouais, ça m'embête un peu de dire ça, vu tous les drames qui se sont passés. Mais moi, personnellement, c'était super. Et suite à Sundance, en fait, ça m'a ouvert des portes que j'aurais jamais pu ouvrir à ce moment-là de ma carrière. Donc là, je me suis dit, il se passe quelque chose. Et maintenant, quelques mois après les Césars, j'ai la confirmation que ça y est, c'est mon tour en fait. Et moi, j'ai plus ou moins toujours su que je voulais faire ce métier-là. Je me suis beaucoup battue. J'ai souvent été aux endroits où je voulais, mais souvent derrière, en tant qu'assistante ou un peu dans l'ombre et tout. Et enfin, l'ombre d'un autre producteur. Parce qu'un producteur, c'est toujours dans l'ombre, mais moi, j'étais dans l'ombre de l'ombre. Et là, je me dis, ça y est, c'est moi et je suis contente parce que en étant une femme de 30 ans, c'est pas si courant et j'espère ouvrir la voie à plein d'autres copines, quoi. Alors, la mayonnaise, tu l'as dit, a pris à Sundance pour toi. Et l'olive, pardon, sur la mayonnaise aujourd'hui, c'est pas la cerise sur le gâteau, c'est ce César. Et je vais faire un truc que j'ai jamais fait dans la vie, que je pensais jamais faire, que je fais grâce à toi. Je vais dire, garçon, un César, s'il vous plaît. Ah oui, moi je le ferais pas comme ça. C'est vrai? C'est le métier. Vous avez commandé un César? Monsieur. Merci. On va le montrer quand même. Alors justement, quand on tient ce César dans les mains, qu'est-ce qui se passe?
Alors, la première fois qu'on le tient dans les mains, cette année, c'était sur la scène de l'Olympia. Alors, justement, avant, je parlais d'ombre. Moi, si j'ai fait ce métier-là, c'est que j'adore créer plein de choses et tout, mais je déteste être en plein dans la lumière. C'est quelque chose que j'aime pas du tout, parler dans un micro, être filmé, etc. Ça se voit pas, je te rassure. Et en fait, quand la première fois que j'ai touché, c'était sur la scène de l'Olympia, les projecteurs en pleine figure et tout le cinéma français à mes pieds. J'étais tétanisée, honnêtement. J'avais préparé tout un discours qui était dans ma poche, j'ai pas réussi à le sortir et j'ai vraiment dit les 3 mots importants que je voulais dire, mais voilà. Et en fait, après, quand on réalise un peu, je me dis, c'est un morceau d'histoire en fait, et c'est ça qui est très émouvant là-dedans. Et un morceau de culture française. Exactement. Et je me dis, tous les autres gens qui en ont, il y a vraiment des gens que j'admire beaucoup et tout, je suis contente d'avoir un truc en commun avec eux, quoi. Ouais, exactement. Et alors, il y a eu une interview juste après la remise dans les coulisses des Césars, où effectivement tu as dit, mon Dieu, j'ai pas remercié les gens que je voulais, j'ai pas dit, donc je te donne l'occasion, je le fais, je prends mon pied aussi. Le César est attribué à Margot Laurier pour qu'importe si les bêtes meurent. Et là, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui? Aujourd'hui, vraiment, je dirais en premier ce que je voulais dire. Je remercie ma bonne étoile, ça c'est sûr. Parce que ça, c'est un truc important dans ma vie. J'ai l'impression que j'ai de la chance. Parce que il se passe quasiment que des belles choses. Donc, c'est ça que je voulais remercier en premier. Et ensuite, effectivement, j'ai produit ce film dans une société qui n'était pas la mienne, qui s'appelle Envie Tempête. Et sur le coup, j'ai pas remercié Frédéric, avec qui m'a donné la chance de me lancer en tant que productrice. Et aussi Manon, mon assistante, qui est, ce César, il lui appartient en tant qu'à moi, quoi. Donc, ça. Et après, ma maman, je l'ai dit, mais il y a aussi, en fait, la famille de cœur, c'est aussi fort pour moi que la famille de sang. Donc, tous mes amis qui font que j'ai l'impression d'avoir cette bonne étoile, je pense qu'ils en font partie aussi. Et Agnès Varda, évidemment. C'est dingue parce qu'on sent encore l'émotion, même après, ça a déjà rejoué ce scène. Mais... Oui, on va le poser parce que 3,8 kg, on a découvert ça. Alors, il y a eu aussi, donc, quand on te dit, ça y est, on va au César, il y a d'abord un repas des nominés, où on sait qu'on va faire partie des gens qui sont potentiellement primés. Et puis, on va s'intéresser aussi après aux tenues qu'on portera au César. Et toi, pour ce dîner, tu avais... sur toi, j'ai trouvé ça génial, une petite broche à l'effigie d'Agnès Varda. On pense à la tenue jusqu'au bout. Ouais. En fait, comme on sait que c'est des photos qui vont rester, qui vont circuler et tout, moi je tenais un peu à afficher les trucs importants pour moi. Donc la tenue, en fait, il y a une créatrice qui s'appelle Superbe qui m'a fait les bodys. Donc elle m'avait fait un body doré pour ce fameux rendez-vous des nommés et un rose pour la cérémonie. Et je me disais, bon, ce body est déjà incroyable, mais j'ai envie de rajouter une petite touche. Et donc c'est une autre créatrice qui m'a fait cette broche, Agnès Varda. Elle en avait fait une pour un clip que j'avais vu et je me suis dit, mais il me faut ça. Donc je l'ai contactée et tout marche par Instagram. Où je leur ai dit, je suis nommée au César, j'aimerais trop avoir quelque chose qui représente Agnès Varda, elle me l'a fait, donc c'est super. Et en fait, moi je suis un peu mystique, donc j'ai un peu l'impression qu'il y a des choses qui m'accompagnent et Agnès Varda en fait partie. Donc c'est bien de le montrer. Je l'ai tatoué sur mon bras aussi. Ah oui, c'est vrai. Et la tenue, bon, c'est mon côté midinette qui ressort. J'embrasse ma psy au passage, si tu ne regardes. Est-ce que ça prend du temps de se dire je vais faire péter un body lamé de rose? Voilà. Comment on choisit son rire? En fait, moi je suis tout le temps en robe dans la vie. Et donc tout le monde m'a dit t'as trouvé ta robe et tout. Et je me suis dit, je vais pas mettre une robe, voilà. Ouais. Et c'est Superbe, la créatrice donc des bodys. Depuis un moment, j'ai regardé ces bodys et je me disais, oh bon, quand même, c'est un petit peu cher et tout. Et je me suis dit, je vais pas être nommée tous les jours au César, je me fais plaisir. Et j'ai contacté, elle était contente, on a fait un espèce de partenariat en plus, j'ai essayé, elle me l'a fait sur mesure et tout. Donc voilà, et c'est un truc quand même auquel on pense beaucoup parce que tout le monde en parle, puisque c'est des images qui restent. Et puis après, avec Sophia, la réalisatrice, elle vit au Maroc, et on s'est dit, ça serait cool qu'on soit accordés quand même. Du coup, on s'est mises toutes les deux d'accord sur le rose
on a adapté. Il y avait quand même la touche assortie, effectivement. Ouais, c'était important pour nous de montrer qu'on était vraiment un duo, quoi. Donc ce body aujourd'hui dans ton dressing sur un cintre, et le César, il est où? Bah le body, tu sais, je le mets avec un jean et des baskets. Ah bah oui, il est très... Et hop. Mais le César, alors au départ, je l'avais amené à mon bureau parce que je me dis qu'il appartient à tout le monde. Et puis des fois, je le ramène chez moi quand même parce que je me dis, c'est cool de l'avoir dans mon entrée, de le voir le matin et de me dire, waouh, c'est vrai en fait. Et puis là, figure-toi qu'il est là aujourd'hui à Bayonne parce que je lui fais faire un petit tour. Je lui présente les gens importants de ma vie en fait. Et là, il est venu pour rencontrer mes amis bayonnais, mes parents. Donc voilà, il se balade. On est dans la rubrique condiments. Dans la vie en général, qu'est-ce qui te fait monter la moutarde au nez? Alors, tu sais que cette expression, j'ai jamais bien compris. Est-ce que c'est positivement ou négativement? Oui. En gros, c'est qui t'énerve. Ah, parce que je pensais qu'il excite un peu aussi. Qui m'énerve, ça fait un peu Miss France qui dit quelque chose creux, tu vois. Mais en fait, l'injustice et l'inégalité, c'est quelque chose auquel j'essaye de réfléchir vraiment profondément, tu vois. Et je me rends compte que moi j'ai toujours eu de la chance, j'ai galéré pour rien, je peux faire ce que je veux comme je veux, où je veux, et c'est pour ça qu'une des choses que j'essaye de porter dans la vie et par mon travail et tout, c'est d'aller un peu plus vers l'égalité, que ce soit la parité ou les luttes LGBT ou la diversité, c'est-à-dire il y a plein de choses où on n'est pas tous égaux et où il y a beaucoup de travail, donc ça c'est une des choses qui m'énerve un peu, quoi. La place des femmes dans le cinéma français et tout le tollé des Césars il y a quelques années, ça t'énerve aussi ou au contraire aujourd'hui, toi tu t'es fait ta place et tu te dis merde, je suis une femme et... En fait, comment dire ça? La vie en général est un peu énervante à plein d'endroits pour ça. Pour quand on est une femme, on se dit j'ai quand même l'impression que je comprends aussi bien, voire mieux qu'un homme quand même. Mais encore une fois, on est dans une époque que tout le monde critique un peu, qui est difficile avec tout ce qu'on vit, le Covid, machin et tout. Moi, je trouve que c'est aussi une époque formidable où justement on va vers une égalité. Et moi, je suis super contente de vivre à ce moment-là en étant justement une femme et de me dire trop contente de participer à ce mouvement et de potentiellement raconter à mes enfants dans 20 ans, de leur dire, tu sais, moi quand j'avais 30 ans, on n'était pas encore à égalité, et regarde aujourd'hui, donc ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ta recette personnelle pour mettre du piment d'Espelette, bien sûr, dans ta vie, c'est quoi? Moi je suis plus piment de Cayenne, parce qu'Espelette je le trouve un peu doux, et moi je fais rien dans la modération. Mais... En fait, rire, je pense, c'est le truc le plus important pour moi dans la journée. Et quoi d'autre? Essayer de voir ce qui est drôle dans les trucs que personne ne trouve drôle, en fait. Trouver le petit truc absurde qui me fait mourir de rire. Et moi, je suis du genre à me répéter les trucs en boucle dans ma tête. Je pense que c'est ça mon piment. Est-ce qu'il y a un domaine dans lequel tu te dis, mon Dieu, jamais j'y mettrai mon grain de sel? Ou plein. Tout ce qui est artistique. En partie, ouais. La comptabilité, non? Tu sais, quand j'en fais un peu dans ma boîte, on n'a pas le choix. Mais non, mais il y a plein de choses aussi que je découvre au fur et à mesure et je me dis, en fait, j'aime bien. J'ai acheté une maison il y a quelques années et je me suis dit, en fait, c'est sympa l'immobilier, trouver un endroit et tout. Non, après, encore une fois, pour faire la passionnariat, mais c'est vrai que c'est des trucs qui me portent. En fait, toutes les choses qui abîment le monde aujourd'hui, que ce soit genre les grandes marques, les grands groupes et tous ces trucs-là, c'est vraiment... Je pourrais pas me lever le matin et aller faire ça c'est sûr. Parce que quand on sait qu'on est en train de tuer quelque chose, je vois pas comment ces gens font. Le temps passe vite avec toi. on finit avec la rubrique digestif. C'est parti. Les coups durs, Margot, en général, tu les digères comment? Sur le coup, moi, comme je disais, je suis jamais dans la modération, donc sur le coup, j'ai l'impression que le monde s'écroule, etc. Mais après, je suis quelqu'un qui rebondit très très vite. Donc un jour, au 1000e sous-sol, vraiment, je dis bien le 1000e sous-sol, et après, ça repart tout de suite parce que ce que j'aime bien dans la vie, c'est imaginer des choses, et imaginer des solutions, c'est quelque chose de super. Et du coup, c'est comme ça qu'on trouve les chemins de traverse qui font le sel de la vie aussi.
est-ce qu'il y a pour toi, alors sans faire de name dropping, enfin tu peux, ça nous ferait plaisir, ben non, lâche-toi. Est-ce qu'il y a un genre de cinéma qui pour toi est complètement indigeste? Oui, oui. Moi, les gros films d'action, etc., j'y arrive pas. J'ai beau essayer, vraiment, je peux pas, je comprends pas l'intérêt, en fait. Donc non, j'ai pas de nom à donner, mais c'est vrai que quand tout le monde connaît les grands noms américains et tout, moi, je suis un peu larguée. Ah oui, oui. Mais c'est pas du tout ça mon truc, non. Dans le 7e art, toi, aujourd'hui, tes modèles, tes icônes, c'est qui? Il y en a pas mal. Agnès Varda. Agnès Varda, c'est presque la famille, quoi. C'est la famille de cinéma, mais c'est sûr. Il y a beaucoup de gens que j'admire, que ce soit à mon métier de productrice. Il y a beaucoup de productrices qui ont ouvert la voie pour que nous, aujourd'hui, on puisse être là, avec une association qui s'appelle 50-50, notamment. Je pense, par exemple, à une dame qui s'appelle Marie-Ange Luciani, qui a produit un film qui s'appelle 120 battements par minute. Et en fait, ça, c'est un de mes exemples aussi, c'est-à-dire que produire un film hyper engagé, mais qui parle au public aussi et qui fait beaucoup d'entrées et qui est vu, parce que moi, mon exigence du cinéma à essai, c'est quelque chose d'important, mais en fait, j'ai aussi envie de faire des films que les gens voient. Donc voilà. Et sinon, en termes artistiques, beaucoup de choses me plaisent. Je pense notamment à une dernière grosse claque que j'ai prise, c'était au Festival de Cannes, le dernier en 2019. C'est un film de Mati Diop qui s'appelle Atlantique et qui est déjà un peu sur le créneau qu'on veut prendre avec Sophia, d'un mélange des genres et de fantastique qui arrive. C'est un film qui se passe en Afrique, d'un point de vue africain, sans le joug du European gaze, quoi, de l'homme blanc qui donne son avis. C'est un film africain sur l'Afrique et qui fait ce qu'il veut, quoi. Et ça m'encourage, en fait. Demain, par magie ou pas, on te dit, voilà, tu as l'opportunité de produire le film idéal pour toi. Qui le tourne, avec quels acteurs? Bon, déjà, c'est pas pour envoyer des fleurs à Sophia ou ni même à moi, mais ce qu'on fait là, en fait, c'était encore un des rêves de ma vie, c'est-à-dire qu'on fait un film de femme dans un pays qui m'est si cher et un film de science-fiction. Déjà, quand on me dit qu'est-ce que tu voudrais faire d'autre, bah rien, parce que c'est ça que j'ai envie de faire. Mais sinon, je rêve de produire une comédie musicale, parce que c'est vraiment un genre qui me parle. Moi, j'ai été nourrie à Jacques Demy et tout. Et il y a une comédie musicale de deux réalisateurs qui s'appellent Olivier Ducastel et Jacques Martineau, qui s'appelle Jeanne et le garçon formidable, et qui est une comédie musicale qui traite du sida. Ouais. Et ça, je trouve ça incroyable. C'est-à-dire que 2000 avait fait à son époque, mais du coup, ça date un peu maintenant. Mais de parler en chanson des thèmes graves de notre société, ça, c'est mon rêve, vraiment. Et en chanson et en danse aussi, beaucoup. Donc, une comédie musicale qui parle je sais pas, d'une des choses importantes de notre société, peut-être des différentes migrations, même d'écologie ou des différentes luttes, ça j'adorerais. Quant aux comédiens, je sais pas, en fait, je suis pas très fan. Il y a plein de gens que j'adore, mais il y a personne où je me dirais, oh, le rêve. Ouais. Là, par exemple, le long métrage de Sophia qu'on va faire, il y a l'actrice Yam Abbas qui va jouer dedans. Et j'avoue que quand on l'a su, j'étais dans tous mes états. Mais avant, j'aurais pas cru. C'est quand les choses se rapprochent que oui, ça me fait cet effet. Ah ben on croise les doigts pour une comédie musicale. Un jour, bon, Spielberg s'est attelé bientôt avec West Side Story, donc ce sera pas ça. Le remake, j'ai un peu peur du remake, moi aussi, mais bon. Ouais. Margot, on va passer tout de suite à un petit rendez-vous très sympathique qui s'appelle la tournée du patron. Et oui, on y a droit, on y va. Margot Pancho. Enchanté. Enchanté. Le César Pancho le César. Bienvenue. Il est très assorti à ce comptoir. Il rentre bien là aussi. Ouais. Il rentre bien partout. J'ai l'impression d'être un peu le Fouquet bayonnais. Bien, on a compris. Donc Pancho, il est là pour la tournée du patron et aussi pour poser ses questions. Oui, alors j'ai une question, justement par rapport aux femmes qui prennent un petit peu l'égalité, mais qui, quand, comme moi, on trouve que les femmes sont supérieures et on demande l'égalité, est-ce que vous n'avez pas l'impression de descendre une marche? Moi, j'adore cette question.
Comment dire ça? Intellectuellement, peut-être. Après, dans la société, financièrement et tout ça, non, on n'y est pas encore, donc on a besoin là. Bah oui, l'égalité des salaires, en fait, c'est des choses les plus importantes. Pour avoir la même égalité dans la vie, pouvoir faire les mêmes choses, il faut qu'on soit payé pareil. Et ça, on n'y est pas. On n'y est pas. Bon. Alors, on a aussi des questions de gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux, dont on avait averti de ta venue. Et on a une question de Ander, de Bayonne, qui demande s'il y avait dans les œuvres marquantes cinématographiques un top 3 ou 5, ou 3 ou 5, on est bilingue aussi. Bayonne, on est bilingue. Des films qui t'ont marqué dans la vie. Bon, alors le premier, et ça revient encore sur Agnès Varda, mais c'est un film qui s'appelle Les plages d'Agnès. Moi, je connaissais pas du tout le travail de Varda à l'époque, j'avais vu à la Thaïlande quelques films quand j'étais petite et tout. Et en fait, c'est un film qui retrace sa vie et qui... En fait, elle parle de sa vie, mais avec une telle émotion que c'est une émotion universelle. Et c'est suite à ça que je l'ai rencontrée. J'ai écrit une lettre de fan, en fait. Et du coup, c'est le film qui a changé ma vie. Et déjà, beaucoup d'émotions. Après, je reste dans la famille et je dis Les Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy. Ouais. Parce que ça, c'est tout ce que j'essaie d'avoir en moi et de garder le plus, c'est-à-dire la joie, les couleurs, l'énergie et tout. Mais en ayant toujours en tête quelque chose de grave, parce que bon, il y a beaucoup de... On a l'impression que c'est juste des petites ritournelles dans ce film, mais il se passe beaucoup de choses qui peuvent passer inaperçues. Et pour le troisième, parce que cela, c'est non négociable, mais pour le troisième, il faut que je réfléchisse une seconde. Il y a tellement de choses, c'est dur. Dans le cinéma ancien ou par exemple dans les contemporains? Ouais, dans les plus contemporains. Moi, j'aime beaucoup Wong Kar-wai. Dans les Oscar Wilde. Non, presque. Un homologue asiatique. Oui, voilà, mais il écorche tous les noms, donc c'est normal. Oui, je cherchais, pardon, je cherchais d'Orléac. C'est Claire d'Orléac? Françoise, voilà. Bayonnaise avec son frère, là, le Claire d'Orléac, qui était au conseil municipal. Ah bon? Oui. Oh là, j'en découvre de bien belles. Mais oui. Françoise, donc. Ah, voilà. Ouais. Donc, dans le contemporain, on l'a dit, Wong Kar-wai. Ouais, Wong Kar-wai, c'est hyper poétique et hyper lent et beau. Et... Ouais, ça me plaît. Une autre question, c'est celle d'Elio, qui fait des études à Cassin, d'audiovisuel. Génial. Et qui dit, si tu avais aujourd'hui un conseil à donner aux jeunes qui veulent se lancer dans le cinéma, dans tous les métiers du cinéma, qu'est-ce que ça serait? C'est d'oser. En fait, moi j'ai souvent dit quand j'étais ici et que je rêvais de faire du cinéma, je me disais on est un peu loin de tout puisque tout se passe à Paris et tout, ça va être difficile. En fait, j'y ai cru et j'y suis allée. Et puis aussi oser. Moi je suis de nature plutôt timide. Et en fait, ce qui m'a permis d'être là, je pense que c'est de me faire violence et d'aller voir les gens. Et de leur dire, par exemple, quand un film ou quelque chose m'avait bouleversée, d'aller les voir, de leur dire. Parce qu'en fait, à chaque fois, on a l'impression qu'on va rien dire de nouveau, qu'on leur a dit 1000 fois, qu'ils vont nous trouver bêtes et tout. Et en fait, non. Ça fait toujours plaisir de discuter avec quelqu'un et en fait, on a toujours quelque chose d'intéressant à dire. Et ça, dans le cinéma, en fait, c'est les rencontres qui nous amènent à avancer. Et ces rencontres, elles se provoquent que comme ça, parce que aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça nous permet de discuter, d'avoir accès aux gens, mais l'émotion est pas vraiment là, en fait. L'émotion, elle se fait vraiment dans la rencontre. Donc, y aller et jamais renoncer, en fait. Pancho? Oui. Une dernière question pour la route ou un autre? Oui. J'écoute, moi. Je me perds dès que j'écoute, je perds. Bon, mais Margot, on va te dire merci beaucoup d'être venue. Merci pour ce très joli moment. Merci à vous. On te souhaite beaucoup de chance. Merci. Pour la suite. Et on te dit bientôt à Bayonne. Parce qu'on Évidemment. On aura l'occasion de se recroiser. Quant à nous, vous le savez, on se retrouve dans 15 jours. N'hésitez pas, vous le savez aussi, likez, relikez, tweetez, retweetez, lâchez-vous sur les réseaux sociaux. Oui, abonnez-vous à notre chaîne YouTube aussi. Et n'oubliez pas, c'est grâce à vous que la mayonnaise prendra. À très vite. Bye.